Internet. J'ai mis le lien dans la description. C'est donc un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'être de retour. Vous avez évidemment écrit de nombreux ouvrages importants, notamment sur l'économie politique. Et dans des livres comme L'effondrement de l'Antiquité, vous abordez aussi l'histoire de la finance. Je voulais donc discuter aujourd'hui avec vous d'une partie de cette histoire parce qu'il me semble extrêmement important de bien la comprendre. La crise financière actuelle semble s'accélérer et il est manifeste que l'ensemble du système financier n'est pas soutenable. On a l'impression que nous pourrions nous diriger droit vers un précipice. Eh bien, tout au long de l'histoire, les gens ont toujours tendance à supposer que le statu quo du moment est permanent, alors qu'il s'avère toujours temporaire. Je me suis donc dit qu'en revenant sur l'histoire, on pouvait comprendre certains changements, mais aussi les continuités du système et les alternatives possibles. C'était donc mon idée principale. Si nous prenons un peu de recul, si nous regardons cette histoire, nous pouvons mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Et ma question très générale serait la suivante. Qu'est-ce que l'étude du passé peut nous apprendre sur le système actuel? Ou bien, quelles sont selon vous les constantes? Par exemple, les tendances oligarchiques du système financier. Comment voyez-vous les choses? Eh bien, l'essentiel de mon travail ces 50 dernières années a consisté à écrire une histoire de la dette et de la banque. Dès la fin des années 70, il était clair que les pays du Sud global traversaient une crise de la dette et que presque toutes les économies occidentales connaissaient ce qu'on appelait un cycle économique, mais qui était bien plus qu'un simple cycle économique. Chaque reprise se faisait avec un niveau d'endettement toujours plus élevé. Et il était évident que cela devenait insoutenable. Je voulais donc voir comment tout cela avait commencé. C'est pourquoi j'ai passé longtemps, 25 ans, à diriger un groupe à Harvard qui écrivait l'histoire économique de la Mésopotamie, de l'Égypte et d'Israël, de l'ancien Moyen-Orient, qu'on appelle aujourd'hui l'Asie occidentale, afin de comprendre ce qui rendait l'Occident si différent de tout ce qui l'avait précédé. Et je pense que la meilleure façon de répondre à votre question, c'est de dire que la rhétorique actuelle, la rhétorique politique et financière, oppose les États-Unis et l'Europe, présentés comme des démocraties, à la Chine et à d'autres pays qui ne font pas partie de l'Alliance américaine et qui sont qualifiés d'autocratie. Or, par autocratie, ils entendent une économie mixte. C'est ce qu'on appelait autrefois au XIXe siècle le socialisme. L'investissement public dans les infrastructures de base à des taux subventionnés, des lois publiques antitrust et anti-monopole pour empêcher les rentes de monopole. Tout le mouvement du capitalisme industriel au XIXe siècle, en Europe et aux États-Unis, visait à taxer la rente économique, à taxer la rente foncière comme base naturelle de l'impôt, à empêcher le développement des rentes de monopole, et au bout du compte, à faire de la monnaie et du crédit eux-mêmes un service public. Tout cela, c'est ce que le capitalisme industriel voulait faire pour réduire son propre coût de la vie, le coût de l'activité économique, toute la structure des coûts, et gagner en efficacité. Or, pour être plus efficace, il fallait empêcher la privatisation des monopoles naturels, comme les chemins de fer et les communications, ce qu'on a vu dans le sillage de l'Angleterre thatchérienne. Et en réalité, la définition américaine de l'autocratie, c'est tout rôle de l'État qui se situe à droite de ce que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont fait dans les années 1980. J'ai donc cherché ce qui distinguait l'Occident de ce qui l'avait précédé. Et ce n'était pas la démocratie. Aristote a rédigé une étude des constitutions du monde entier qu'il connaissait, et il a dit que toutes les constitutions se qualifiaient de démocratie, mais qu'en réalité, elles étaient des autocraties. Et cela faisait pas de problème.
Et l'ensemble de l'Occident a réellement été, historiquement, unique, comme il le prétend, par rapport à ce qui l'a précédé. Les sociétés de l'âge du bronze, qui étaient principalement des sociétés asiatiques, de la Mésopotamie et de l'Égypte jusqu'à la Chine. Et ce qui distinguait tout l'essor de la civilisation économique pendant les 3000 premières années,